Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 10 ans, cela fait 10 ans que l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'EVRAS, fait officiellement partie des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, aujourd'hui, seuls 20% des élèves francophones ont effectivement accès à au moins une séance d'EVRAS sur l'ensemble de leur scolarité. Plusieurs blocages persistent, alors qu'on sait aujourd'hui, des études le montrent, des organismes internationaux comme l'OMS et l'UNESCO le disent aussi, que l'EVRAS aide les jeunes à devenir des adultes épanouis et leur permettent de vivre leur première relation de manière plus éclairée et responsable. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Parmi les blocages, les freins à cette généralisation, il y a parfois les parents. Ils ne connaissent pas toujours l'EVRAS et certains se demandent s'il est bien utile de parler sexualité avec les enfants à l'école. C'est notamment pour les sensibiliser qu'une campagne a été lancée. On l'écoute et on en parle directement après avec nos invités. Informez et sensibilisez vos enfants, de la maternelle au secondaire, sur le corps, les relations affectives, la sexualité, le consentement, au sein de l'école, sans tabou et avec bienveillance, en poursuivant un seul objectif, leur épanouissement. C'est une des missions de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Plus d'infos sur evras.be. Un message des centres de planning familial et d'associations de parents avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Alors, Olivia Herson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication à la Fédération laïque des centres de planning familial. Vous avez donc coordonné cette campagne avec la Fédération des centres pluralistes de planning familial et la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Alors, un des messages qui ressort de la campagne, c'est l'EVRAS. Ça commence dès la maternelle. C'était un point que vous vouliez vraiment pointer ? En effet, au départ, donc on voulait informer et sensibiliser les parents, en tout cas sur ce qu'est l'EVRAS, et insister sur l'importance en fait d'un parcours EVRAS tout au long de la scolarité, dès la maternelle, adapté au développement de l'enfant. Je pense que ça fait référence au fait aussi qu'on a voulu communiquer sur le fait que l'EVRAS n'est pas seulement limité à sa dimension de vie sexuelle, mais bien relationnelle et affective, qui prend tout son sens quand on aborde ces dimensions avec des jeunes enfants dès la maternelle, qui sont des êtres sociaux, qui vivent en relation et avec qui on va aborder des thématiques évidemment plus relationnelles et affectives. On ne va pas aborder la sexualité ni la contraception dans des écoles maternelles. On va plutôt aborder des thématiques qui sont liées au corps, au respect de soi, au respect de l'autre. Et donc voilà, oui, donc pour la Fédération de centres de planning familial, c'est important que l'accès à l'EVRAS soit vraiment à partir du plus jeune âge en tous les lieux de vie. Jusqu'à la fin, en tout cas, de la scolarité. On va continuer à parler de cette campagne, mais je vais donner la parole à notre deuxième invité, Julie Henriet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous avez fait des animations EVRAS pendant une quinzaine d'années, vous êtes aujourd'hui formatrice EVRAS et vous avez publié Sexualité, sentiments et stéréotypes, osez en parler aux éditions Espace de Liberté. Alors vous parlez beaucoup de votre expérience en tant qu'animatrice et notamment votre expérience avec les plus jeunes enfants. Et c'est vrai, Olivier Herson l'a encore dit juste là, c'est qu'on retient, ou les parents ont tendance peut-être à retenir souvent le S de sexualité, mais l'EVRAS c'est autre chose, c'est pas que ça. Et en maternelle, spécifiquement, c'est souvent autre chose. Et c'est quoi du coup en maternelle, l'EVRAS ? Alors, pour être concrète, puisque Olivia l'a très bien décrit au niveau des objectifs, on va finalement parler à l'enfant son langage. L'enfant petit est dominé par sa sensorialité, donc c'est quelque chose dont on va beaucoup parler. Comment on a des sensations, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, comment je sais finalement que ce que je pose comme acte sur l'autre lui convient. Ça parle de toute la question du consentement dans les premières interactions. On parle aussi des émotions. Une deuxième étape finalement, ensuite à la sensorialité, comment je me sens dans mon corps, c'est quoi mon corps, quelles sont les parties de ce corps, quelles sont les parties que j'aime qu'on touche, quelles sont les parties que je n'aime pas qu'on touche, comment je peux le signifier et comment finalement je peux être connectée à ce que je ressens pour pouvoir adresser à l'autre un oui ou un non. Ça, c'est des choses qu'on peut aborder en maternelle et c'est important aussi d'insister sur le programme ou le contenu des animations qui va être co-construit avec l'enseignant pour vraiment pouvoir toucher les besoins de la classe à ce moment-là. On sait que si on est à côté de la préoccupation du jeune enfant ou de la classe, il y a forte chance que notre animation n'ait pas le même impact.
Donc c'est important dans tout cela d'impliquer les acteurs scolaires pour que finalement aussi l'enfant se sente validé de prendre cette animation, qu'il sente que c'est OK pour son enseignant. Les enfants maternels sont très loyaux à leur prof et qu'on puisse vraiment implémenter ça dans l'école parce que les animations, c'est finalement un petit temps dans l'année scolaire. C'est important de pouvoir pérenniser cette action via des outils qui resteraient dans la classe, via peut-être des projets d'école en plus. Et l'implication des parents, je pense qu'on y reviendra. Oui, c'est ça. Effectivement, la question du projet d'école, on y reviendra aussi. Alors, on a parlé des maternelles. Du coup, par exemple, en primaire, comment ça peut évoluer vers quelle thématique est-ce qu'on évolue avec l'âge ? Alors, je parle toujours de généralité puisque ce sera adapté effectivement à chaque école et à chaque classe, mais ces émotions, elles continuent d'évoluer. On peut avancer effectivement vers les besoins qui finalement, quand on travaille les émotions, elles nous aident à identifier nos besoins. Si je me sens bien, c'est que mes besoins sont OK. Si je suis fâchée, si je suis triste, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que de nouveau je peux adresser, je peux agir sur mon environnement. On peut parler effectivement de tout ce qui est relationnel, la loyauté aux amis, la jalousie, les phénomènes finalement aussi de harcèlement peuvent aussi être abordés et prévenus puisqu'on va travailler le vivre ensemble, la communication non violente si c'est nécessaire. Et effectivement, cette dimension corporelle est transversale, que ce soit au travers petit à petit du développement pubertaire, du rapport à soi, de l'intimité, de la pudeur, des zones aussi où on a le droit de se replier et de respecter l'intimité de l'autre. Donc c'est toujours une tension entre ce que je ressens, la relation avec l'autre et tout ce que ça peut impliquer pour moi dans mes émotions et dans comment je me sens dans ma vie. Alors, il est temps d'accueillir notre troisième invitée, Lola Clavreul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. Alors, je l'ai dit en introduction, ça fait 10 ans que l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle fait partie des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Ça fait 9 ans qu'un protocole existe en vue de sa généralisation. Et pourtant, aujourd'hui, on est vraiment loin de cette généralisation. Comment on l'explique ? Principalement parce que dans le protocole qui avait été signé en 2013, les modalités opérationnelles de l'EVRAS n'ont pas été fixées. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des disparités entre des écoles qui ont pris à cœur d'intégrer l'EVRAS dans leur projet pédagogique, par exemple, et puis des écoles qui ont laissé ça un peu de côté. Donc effectivement, on a des disparités entre les écoles, et puis on a aussi un manque de moyens qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à toucher l'ensemble des élèves tout au long de leur scolarité, comme on le voudrait. Et puisque cette campagne, elle s'adresse aux parents, est-ce qu'on peut dire que les parents sont vraiment un des freins, des blocages parfois ? Oui, pour certains parents, oui. Il y a beaucoup de craintes des adultes du fait qu'on vienne parler de sexualité à leurs enfants. On l'a dit avant, il y a cette crainte du S de EVRAS. Certains parents ont peur que le fait de venir parler de sexualité à l'école pousse leurs enfants à rentrer trop tôt dans une sexualité active, ce qui est faux, vous l'avez dit en introduction. Et puis, il y a aussi des parents qui sont réticents à l'idée que l'éducation à la sexualité, en tout cas l'EVRAS, donc à la sexualité au sens large, se fasse à l'école parce que ces parents pensent que ça doit rester une prérogative de la famille. Olivia Hirson, c'était vraiment un des objectifs, c'était de toucher les parents avec cette campagne, qui est une campagne qui a été diffusée en télé, sur des grandes chaînes, à des heures de grande écoute, qui va encore être diffusée dans les mois à venir. Vous vouliez vraiment les sensibiliser, eux, spécifiquement ? Oui, complètement. On a voulu travailler au niveau des parents d'élèves, parce qu'on se rend compte en effet que la méconnaissance et la crainte est un frein parmi d'autres, et donc on a eu la volonté en fait de travailler sur ce frein-là et donc de répondre à des questions généralistes sur finalement c'est quoi l'EVRAS, à quoi ça sert, de quoi on va parler à mes enfants, à partir de quel âge. Et donc l'idée c'était vraiment d'offrir de l'information, de rassurer aussi le parent et de casser toute une série d'idées préconçues finalement dues à cette méconnaissance finalement. Et donc voilà, donc on a développé ce spot TV de 30 secondes. Alors évidemment, en 30 secondes, on est vachement limité par rapport à un objectif vachement ambitieux. Donc c'est pour ça qu'on a développé 2 autres outils. Donc le site evras.be qui existait dans une forme précédente pour les professionnels de l'EVRAS et donc qui existe toujours pour ce public-là, mais qui a été décliné également à destination des parents et des adultes de confiance.
Donc dans cet espace sur le site web, on peut aller plus loin, évidemment, dans les questions, dans l'explication des thématiques, dans l'objectif finalement de l'EVRAS, sur comment ça se passe. Donc on a beaucoup plus d'espace pour expliquer en fait et donner tout ce type d'informations. Oui, il y a des ressources aussi. Des ressources, des outils. Voilà, etc. exactement. Julie Henriet, vous, dans votre expérience en tant qu'animatrice EVRAS, est-ce que les projets qui fonctionnent le mieux, les animations qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont préparées le plus en amont avec l'école et avec les parents aussi? Est-ce qu'on associe aussi les parents dans certains projets ou pas nécessairement? En ce qui concerne, je pense, effectivement, maternelle et primaire, c'est essentiel. Ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on organisait des rencontres avec les parents qui n'étaient pas forcément autour de l'EVRAS parce qu'on avait peur qu'ils viennent même pas peut-être à la rencontre, mais autour de thématiques plus générales, et on parlait de nos projets. On montrait aussi les outils qu'on utilisait. Et c'était toujours quelque chose qui était essentiel pour que l'enfant ne se sente pas en conflit de loyauté entre certaines valeurs ou certains freins de ses parents et celles qui seraient portées par l'école. On sait que le conflit de loyauté pour l'enfant, c'est quelque chose de difficile et douloureux. Et c'était vraiment essentiel pour nous. Ce qu'on a constaté, finalement, c'est un grand soulagement des parents qui, bien qu'effectivement, il puisse y avoir des représentations à la base, quand on les déconstruit, je pense que beaucoup de parents, quelque part, sont très sensibilisés à la question de l'information et de la possibilité pour leurs enfants d'avoir des espaces de parole et sont soulagés que ce n'est pas forcément eux qui doivent en parler. Tout le monde n'est pas le même face à la question de discuter avec ses enfants, non seulement de la sexualité, mais des émotions. Et quand on peut discuter avec eux de tout ça, ça renforce effectivement ce sentiment que c'est utile et qu'ils peuvent eux-mêmes dire quelle chance finalement mes enfants d'avoir cet espace de parole parce que j'ai peut-être construit aussi moi-même des préjugés et que quand je suis arrivée dans la sexualité, dans la puberté, j'étais pas informée. Et c'est une grande carence, une grande souffrance aussi. Oui, c'est pour ça que c'est essentiel d'en parler finalement en dehors du cercle familial, d'aborder ces thématiques-là en dehors pour éviter des inégalités entre les enfants, par exemple. Ça permet finalement que tous les enfants aient droit à la même information. On sait qu'il y a des familles où ça se discute plus, on sait certaines où c'est beaucoup plus tabou, peu importe finalement les milieux et les religions. Alors, le lac Lavreul, on dit ici qu'en fait, il faudrait que tous les enfants aient plus ou moins le même type de formation. Or, aujourd'hui, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de canevas. Il y a un guide sur lequel vous travaillez avec d'autres acteurs de l'EVRAS ? Oui, tout à fait. Donc, il y a une coupole qu'on appelle les stratégies concertées qui rassemble tout un tas d'acteurs, donc les fédérations des pouvoirs organisateurs, les fédérations de centres de planning, les parents d'élèves, le DGDE, les organisations de jeunesse et puis le secteur du handicap, et donc qui a travaillé à l'écriture d'un guide de contenu, donc qui vise à préciser en fait les contenus qu'on peut aborder suivant l'âge des enfants. Qui vise aussi à préciser un peu quelles compétences et quelles connaissances on devrait leur apporter en fonction de leur âge et de leur niveau scolaire. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir harmoniser cela, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout justement d'harmonisation, et donc toutes les écoles et tous les élèves ne sont pas égaux devant le contenu qu'ils vont pouvoir recevoir en animation EVRAS. Oui, on parle aussi parfois de la question des labels. Où en est-on aujourd'hui là-dessus ? Parce que c'est vrai qu'il y a des associations qui sont parfois sollicitées par des écoles et qui transmettent une information qui n'est pas nécessairement celle, par exemple, qui se retrouverait dans le guide dont vous parlez. Oui, tout à fait. Il y avait eu des histoires il y a quelques années avec notamment des associations qui amenaient du contenu anti-choix, anti-IVG dans les écoles. Et donc, le travail qui est réalisé actuellement sur l'accord de coopération vise aussi à garantir une certaine qualité des animations EVRAS et effectivement à labelliser des acteurs qui pourront aller donner ces animations dans le cadre scolaire. Mais comment on peut faire, et là la question s'intéresse un peu à toutes les trois, mais comment on peut faire pour que ce soit vraiment généralisé ? Parce que on l'a dit, il y a 20% finalement, et c'est une estimation parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai cadastre, mais on estime qu'il y a 20% des élèves francophones qui ont eu au moins une séance d'EVRAS sur l'ensemble de leur scolarité. Comment on peut faire concrètement pour que demain ce soit 100% et que ce soit pas juste une séance, mais que ce soit tout le long de la scolarité, parce que vous avez toutes pointé l'importance justement de faire évoluer cette formation et de la faire de façon récurrente.
Je crois qu'il y a plusieurs axes de travail et ici on le dit bien avec les différentes intervenantes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une sensibilisation des adultes, que ce soit sensibilisation des parents ou des responsables des écoles, donc les pouvoirs organisateurs, les directions, les sensibiliser à, comme disait Julie, au fait que l'EVRAS c'est quelque chose d'utile pour les enfants, ça va leur permettre de devenir des adultes capables de faire des choix, d'être responsables par rapport à leur sexualité, par rapport aux autres, d'avoir certaines compétences en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça, c'est un axe. Et après, il y a vraiment un enjeu plutôt de financement, en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait que on manque aussi d'opérateurs sur le terrain. Et donc, il va falloir former davantage de professionnels, renforcer les actions des acteurs qui sont déjà sur le terrain, donc les organisations de jeunesse, les centres de planning, les PMS, pour pouvoir avoir une offre qui soit suffisante par rapport au nombre d'élèves qui sont présents actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mmh. J'ajouterais aussi que les acteurs scolaires et les actrices scolaires devraient être sensibilisés à l'EVRAS de manière beaucoup plus importante. On sait que les professeurs ont un petit cours de peu de crédit autour de l'EVRAS et que les formations continues en EVRAS sont très peu fréquentées par les professeurs et que je pense que la généralisation, elle passe pas pour moi que par des interventions externes, mais par une prise en main par l'école de manière transversale de cette thématique-là et que chaque professeur puisse avoir une posture d'EVRAS, si ce n'est faire une animation. Donc c'est observer, entendre, pouvoir écouter. Et qu'on sait très bien que les acteurs sont trop limités par rapport au nombre d'établissements pour viser, pour moi, une généralisation qui passe pas par une animation sur le cursus scolaire qui est complètement, pour moi, POC dans l'eau. On ne sait pas du tout si c'est à ce moment-là que ce sera juste pour l'enfant. Et que donc, si on veut se dire que ça se généralise, pour moi, ça doit passer par des formations beaucoup plus importantes dans le cursus, des professeurs, des éducateurs, de tous les acteurs et les actrices scolaires. L'enfant qui a une question EVRAS, il ne va pas forcément l'adresser à la personne de planning, il peut l'adresser à la personne avec qui il est en confiance, avec qui il a un transfert positif, et ça peut être n'importe qui dans l'école. Donc pour moi, ça doit vraiment être essentiel. Une fois qu'on est en contact avec un jeune, il faut pouvoir, par moment, pouvoir accueillir, relayer, mais pouvoir être attentif à ça. D'où l'intérêt, par exemple, de travailler vraiment spécifiquement avec les écoles pour, comme vous dites, que ça n'arrive pas et que ça fasse pas splotch, mais que ce soit vraiment quelque chose que l'animation réponde vraiment aux besoins des élèves. Et il faut vraiment que ce soit concerté, que voilà, l'animation n'arrive pas du jour au lendemain sans savoir finalement à qui on s'adresse et pourquoi. Oui, parce que finalement, c'est le public bénéficiaire, le jeune, qui doit pouvoir être impliqué, concerné, et c'est ça qui renforce finalement l'efficacité des projets quels qu'ils soient, c'est l'implication des publics, et que si on pense à la place des jeunes ou on pense à la place d'une école, quels pourraient être les besoins, c'est bien présomptueux. Et toute l'idée de l'approche pour beaucoup de promotion de la santé, où on va analyser le contexte, on va analyser la demande, ça prend plus de temps, il y a un temps avant, il y a un temps après. Donc quand on voit 2 heures une classe, ça veut dire 2 heures de prépa, 2 heures d'évaluation. Donc il y a la quantité, il y a la qualité des programmes. Et ça passe par une formation de qualité des acteurs et des actrices, pour qu'il y ait finalement quelque chose d'une réflexion personnelle par rapport à soi aussi, qu'est-ce qu'on vient véhiculer, c'est quoi nos freins, c'est quoi nos blocages, et c'est pas une formation de nouveau one shot, pour moi c'est une formation pérenne. Et quand je supervise des équipes d'animateurs et d'animatrices pourtant chevronnées, c'est essentiel parce que c'est chaque fois nouveau, on évolue, on a de nouvelles questions. Donc c'est un projet qui se limite pas pour moi à l'intervention finalement, qui est le bout d'une chaîne. Et parfois on a tendance à négliger tout l'avant et tout l'après. D'ailleurs, j'ai envie de rajouter d'où l'importance en fait que l'établissement scolaire vraiment et véritablement s'empare du projet EVRAS, en effet, comme vient de le dire Julie, pas uniquement avec des animations one-shot, mais soit vraiment pensé dans le projet de l'école avec tous les acteurs, que ce soit, comme elle vient bien de le préciser, des enseignants, mais également des directions, des parents et des élèves eux-mêmes. En fait, c'est une co-construction en fait qui dépasse bien les 2 heures et donc voilà, c'est vraiment important qu'on aille aussi sensibiliser les écoles sur finalement les conséquences sont positives quand elles sont le plus pensées
en concertation avec l'ensemble finalement des acteurs concernés. Est-ce qu'il y a encore trop d'écoles aujourd'hui qui pensent que faire de l'Evras, c'est mettre une affiche avec quelques informations dans les couloirs et que c'est bon comme ça ? On se rend compte en effet que c'est très disparate d'un établissement à un autre et qu'il y en a en effet qu'avec une affiche ont l'impression déjà d'offrir de l'information sans aucun relais ou quoi. D'autres écoles vont être beaucoup plus impliquées, mettre des cellules Evras en place sur plusieurs années et donc offrir en fait à leurs élèves plusieurs animations tout au long du parcours scolaire. Et donc, c'est cette disparité-là aussi qu'on essaie en fait de contrer, en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un des rôles aussi de cette campagne dont on parle depuis le début, c'est que vous vouliez aussi parler du rôle des centres de planning familial. Peut-être que ces plannings ne sont pas toujours connus non plus des élèves. Ça fait partie aussi des missions de l'Evras, c'est essayer en tout cas de donner des informations aux jeunes sur ce que peut apporter un centre de planning, par exemple. Tout à fait. C'était un des objectifs de la campagne, c'était aussi d'informer sur le rôle donc des plannings dans la dimension d'animation Evras, parce que, comme on l'a bien précisé, c'est important que les acteurs Evras qui poussent les portes de l'école soient des acteurs finalement qualifiés, qui ont reçu des formations continues sur les thématiques comme sur les techniques d'animation. Finalement, ça s'improvise pas d'aller toucher des thématiques parfois sensibles et de pouvoir gérer le débat. Et donc voilà, il y a aussi tout le fait de la garantie des valeurs en fait qui sont véhiculées pendant ces animations. Et donc évidemment, les centres de planning qui pratiquent des animations Evras dans les écoles, peuvent être considérés comme des acteurs de référence. Et c'est une des volontés de la campagne, c'est qu'ils soient identifiés en tant que tels, comme ça. Alors, le lac Lavreul, concrètement, là, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau politique ? Qu'est-ce qui peut arriver dans les prochains mois ? Qu'est-ce qui devrait arriver dans les prochains mois et qui ferait qu'on irait vers cette généralisation ? Plusieurs choses. Déjà, il y a un nouvel accord de coopération qui va être signé dans le courant de l'année 2022 entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et puis les régions de Bruxelles-Capitale et la région wallonne, et donc qui va fixer davantage les modalités organisationnelles de l'Evras. Et puis on a des moyens qui vont se débloquer, donc notamment à Bruxelles, puisque le budget va augmenter. On est plus ou moins pour le moment autour de 700 000 euros par an, et on va aller d'ici 5 ans à plus de 2 millions d'euros par an. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent. J'ai tendance à dire qu'on est plutôt dans un momentum assez favorable, puisque l'Evras a aussi été inscrite dans les déclarations de politique. Donc voilà, on avance petit à petit, mais c'est vrai que la généralisation ne va pas se faire du jour au lendemain. Et juste pour rebondir sur ce que disait Julie tout à l'heure, c'est vrai que dans l'idéal, on devrait pouvoir instaurer une certaine continuité entre tous les adultes qui sont présents autour des jeunes, donc entre les parents, le personnel scolaire et puis ces acteurs qui viennent intervenir de manière beaucoup plus ponctuelle à l'école. Voilà. Et Julie Henriet, vous qui avez accompagné des jeunes, qui avez fait des animations pendant de nombreuses années, on l'a dit, il y a des études qui montrent que faire de l'Evras, ça fait des jeunes plus épanouis, plus à l'aise dans leur sexualité, dans leur rapport à l'autre. C'est des choses que vous avez constatées vraiment. Si vous avez suivi certains jeunes pendant plusieurs années, vous voyez vraiment une différence ? Vous l'avez senti, vous ? Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, pour le primaire, maternelle, on se limite parfois souvent, par manque de temps et de moyens, à l'animation puberté. L'animation un peu identifiée comme ça, en 6e primaire, où on va venir parler des changements pubertaires, en très gros. Et de fait, quand j'ai touché des écoles où je voyais les enfants de plus en plus d'année en année, il y avait quelque chose qui se créait d'un lien de confiance. Et pour moi, cette animation n'était plus du tout vécue de la même façon, comme des gens qui viennent tout d'un coup parler du corps, qui ont tout d'un coup une casquette peut-être même effractante, mais les différentes dimensions qu'on avait travaillées avant, que ce soit les émotions, que ce soit le rapport à l'autre, étaient complètement impliquées dans cette animation qui n'était pas du tout abordée qu'en 6e. La puberté, ça concerne en 6e certains jeunes, en 4e d'autres, en 2e secondaire. Mais c'était beaucoup plus global, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins confrontant. Et ça, pour moi, ça induisait une grande richesse dans les échanges. Et en tout cas, après la 6e primaire, on sait qu'il y a tous des parcours différents, mais je pense que c'est vraiment important de le voir comme une construction progressive. Et quand on s'adresse finalement aux jeunes pubères, on vient aussi nier tout le développement psychosexuel
antérieure où, là aussi, on a affaire à des êtres humains pulsés, sexués, qui ont des sensations, qui ont une sexualité, qui ont des émotions. Et c'est vraiment respecter aussi cette progressivité du développement. Donc je trouve ça beaucoup plus riche, avec quand même le temps énorme que ça prend, évidemment, pour... Et la relation de confiance aussi, la relation de confiance, oui, tout à fait. Pour que les jeunes puissent en parler. Et ces jeunes, revenez au planning, parce que ça c'est important, c'est aussi le moment d'identifier ce lieu, d'identifier des personnes qui ont une posture bienveillante, accueillante, ouverte, et effectivement, c'est dans la continuité de ce lien que finalement, quelques années plus tard, on se rappelle qu'il y avait ces personnes bienveillantes, moi je l'ai moi-même vécu comme ça, qui étaient là à un moment quelque part. Mais merci vraiment à toutes les trois. Alors je dirais que pour aller plus loin, on vous renvoie vers le site evras.be. Il y a donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une section parents qui répond aux questions que pourraient donc se poser les parents et les adultes de confiance. Ça renvoie aussi vers d'autres ressources. Et pour aller plus loin également, le livre donc de Julie Henriet, Sexualité, sentiments et stéréotypes, Oser en parler, publié donc aux éditions Espace de Liberté. Merci vraiment à toutes les trois. Et dans cette dernière partie d'émission, nous voulions donner la parole à Camille Butin, responsable plaidoyer à l'IPPF, la Fédération internationale pour le planning familial. Camille Butin, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour le réseau européen donc de l'IPPF et vous nous alertez aujourd'hui sur une situation dramatique, celle des femmes ukrainiennes violées par des soldats russes et qui ne trouvent pas aujourd'hui de solution pour avorter. Alors, les viols aujourd'hui, est-ce qu'ils sont utilisés comme armes de guerre en Ukraine ? Effectivement, après le retrait de l'armée russe de certaines zones occupées en Ukraine, il y a eu de nombreux témoignages de femmes qui ont pu raconter leurs histoires, et ont pu raconter les atrocités qu'elles ont subies commises par des soldats russes. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours pour documenter ces cas. Mais il y a eu de nombreux témoignages. Donc il est très important que ces cas soient documentés pour que les auteurs puissent être traduits en justice, puisqu'il s'agirait donc de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En dehors de ces cas-là, je crois qu'il faut aussi alerter sur le fait que les femmes ukrainiennes sont aussi victimes de violences sexuelles en général, donc peut-être pas des viols de guerre en soi, mais des violences sexuelles en Ukraine, sur la route pour les populations déplacées, et aussi pour celles qui ont réussi à fuir dans les pays voisins. Et donc on a aussi entendu parler de cas de viols, par exemple en Pologne, de la part de citoyens en fait qui prétendent offrir leur aide aux femmes ukrainiennes et qui en fait en profitent pour les abuser. Qui dit viol dit évidemment risque de grossesse non désirée. Est-ce qu'au niveau de l'IPPF, donc la Fédération internationale pour le planning familial, vous avez déjà envoyé en Ukraine des pilules du lendemain, des pilules contraceptives, parce que j'imagine que tout ça manque aujourd'hui? Oui, tout à fait. L'IPPF a pu se mobiliser rapidement, donc nous avons tout de suite pris contact avec notre association membre ukrainienne qui est sur place, qui nous a alerté des besoins, et nous avons pu envoyer et acheminer du matériel et des médicaments nécessaires aux soins de santé sexuelle et reproductive, notamment des pilules de contraception d'urgence, donc la pilule du lendemain, des pilules abortives pour des avortements par voie médicamenteuse, et des kits pour les survivantes de viol qui contiennent, en plus de ces deux médicaments que je viens de mentionner, des tests de grossesse, des médicaments pour prévenir la contamination par le VIH, et des moyens de contraception, y compris des stérilets. Alors, mais qu'en est-il aujourd'hui, évidemment, des femmes qui voudraient avorter dans un pays voisin? On sait que le pays voisin de l'Ukraine, c'est la Pologne où il est très difficile aujourd'hui d'avorter. Donc, voilà, qu'en est-il de ces femmes qui voudraient avorter en Pologne, par exemple? En Pologne, l'accès à la contraception d'urgence est limité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une ordonnance d'un médecin. C'est l'un des rares pays qui impose cette ordonnance, qui n'est pas nécessaire médicalement. Donc pour les femmes ukrainiennes, c'est déjà compliqué d'avoir accès à une ordonnance, évidemment. Et en ce qui concerne l'avortement, eh bien, comme vous le savez, la Pologne a imposé une interdiction quasi totale de l'avortement depuis plus de 2 ans. Donc l'accès pour les réfugiés, en fait, est inexistant. De la part, en tout cas, du gouvernement polonais et des hôpitaux polonais. Et donc ça, c'est en violation du droit international et même du droit national polonais qui, en théorie, permet l'accès à l'avortement en cas de viol, mais en pratique, ce n'est vraiment pas le cas.
En revanche, les organisations de la société civile polonaise se mobilisent fortement pour aider les femmes ukrainiennes à avoir accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. Est-ce que c'est ça, du coup, l'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est un appel aux autres pays européens, à la Belgique notamment, pour soutenir ces femmes ? Oui, alors effectivement, les femmes ukrainiennes ont un besoin urgent d'assistance de la part de l'Union européenne et des États membres. Alors les femmes qui ont été violées, bien sûr, mais pas seulement. Toutes les femmes, en fait, ont besoin d'accès à l'avortement, quelles que soient les circonstances. Personne ne devrait être forcé à continuer une grossesse contre son gré. Concrètement, la Belgique, par exemple, pourrait ou devrait allouer des fonds et pour par exemple envoyer des produits de santé sexuelle et reproductive en Ukraine. L'Allemagne, par exemple, a fait une offre d'envoyer des pilules de contraception d'urgence à l'Ukraine, donc la Belgique pourrait faire de même. La Belgique peut aussi proposer d'accueillir en fait les femmes ukrainiennes en Belgique et couvrir les soins de santé liés à l'avortement et même potentiellement les frais de voyage pour arriver jusqu'en Belgique. Et la Belgique devrait aussi apporter un soutien financier aux organisations de la société civile sur le terrain, que j'ai mentionné, qui font un travail formidable, mais avec des ressources limitées, évidemment, qui ne sont absolument pas soutenues par le gouvernement polonais, évidemment, qui sont même attaquées, en fait, par leur propre gouvernement pour le travail qu'elles font. Donc, oui, ce que nous demandons, c'est un soutien financier direct de la Belgique à ces organisations-là. C'est l'appel aussi qui a été lancé par le Centre d'action laïque, qui soutient évidemment ces propositions. Camille Butin, merci beaucoup de nous avoir alertés sur cette situation vraiment dramatique. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci.